Bonjour à tous et bienvenue sur la hotline psychologique des fans francophones des Giants. Vous avez reconnu la suave voix de Thiergo et j'ai avec moi j'allais dire un auditeur, mais non, c'est pas un auditeur, c'est quelqu'un de grandement déprimé. Plax, ça va? T'es toujours avec nous? Ouais, il faut qu'on fasse de l'ASMR où on s'approche du micro, on parle lentement. Tu veux que je caresse mon micro comme ça? Tu veux que je fasse des... Je me dis, hein. Je savais pas ce que t'allais faire comme intro alors. Voilà, on va vous mettre que des sons de Daniel Jones qui se fait saquer. On en a 17, rien que sur les 2 dernières semaines. Ouais, et on va faire un remix de ça et ça fait un truc nickel. Oh putain, quelle déprime. Quelle déprime. Bah, quelle déprime. Alors je sais plus si je le dis, mais épisode 94, non pas que ça compte beaucoup, mais ouais, quelle déprime. C'est quoi déjà le score? 31-16 31-16. Moi je trouve que le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Ce match était assez étrange. Je peux commencer par une stat que j'ai vue ce matin qui est assez affligeante. Mais je t'en prie. J'ai vu que, donc on est à plus 3 en turnover sur ce match, puisqu'on n'a pas perdu le ballon et qu'on a fait 2 interceptions et un fumble recouvert. Et donc, en fait, juste sur cette stat-là de plus 3 en turnover, même sans compter le fait que un des interceptions est un pick six, on est normalement à plus de 90% de chance de gagner ce match. Et en fait, on est plus que très 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 loin de gagner ce match, puisque tu sais, c'est même pas comme si ça avait été accroché, quoi. Il n'y a pas photo, en fait. Je veux dire, les mecs, ils perdent 3 fois le ballon. Je pense qu'ils sont sereins tout le match malgré ça, quoi. Donc on fait un peu illusion à la mi-temps à 17-10, mais en fait sur le niveau de jeu, ça n'a rien à voir. Deuxième stat que j'ai, 524 yards. Je crois qu'à la fin du troisième quart-temps, ils sont à peu près 500 yards et nous on est à 150. Et à la fin, bon, ils ont pu jouer, ils ont fait 524 au final et 268 pour nous en attaque. Mais j'ai vraiment eu l'impression de voir une équipe de régionale française contre une vraie équipe de foot, quoi. C'est incroyable, abyssal ce niveau. C'était catastrophique. Alors tu parles de la physionomie du match et ce qui est assez marrant, c'est que moi j'ai un service de streaming ici qui s'appelle Keio qui fait des highlights un peu prolongés, hein, donc pas les trucs d'un quart d'heure de NFL.com, mais des trucs d'une demi-heure. Ouais. Et comme j'ai pas pu voir le match en direct, j'ai regardé ça. Et en fait, je sais pas comment est-ce qu'ils font leur montage, mais en gros, 90% des highlights, c'est que les séances d'attaque des Dolphins. Mais du coup, ça me montrait pas les turnovers, ça me montrait pas tout ça. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a fallu que j'aille voir les highlights d'NFL.com pour voir, en fait, à part l'interception de Pinnock, ils avaient rien montré du tout. Donc, je savais pas que Okereke avait fait une interception, qu'il y avait eu aussi un autre fumble, que mine de rien, on a enfin réussi à utiliser Darren Waller de manière intéressante. C'est peut-être le seul point positif de ce match. Hein. Ouais. Et il était en position wide receiver et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais bon, après, on va pas vous refaire le podcast de la dernière fois, mais encore une fois, c'est O-line catastrophique. Et je pense que tu as vu sur Twitter ce petit extrait de Evan Neal qui s'arrête en plein milieu de son bloc, mais tu vois, il est en train de se décaler vers la droite, et puis d'un coup, il fait « Ah non, je vais faire la gauche ». Et il laisse le gars foncer sur Daniel Jones. Tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars-là ?» Ouais, alors... Non mais t'as tout à fait raison. En fait, bon, cette O-line est nulle à chier. Tu sais que j'ai changé le nom du compte, j'ai mis Worst O-line Ever. Chaque semaine, comme disait une personne sur Twitter, chaque semaine ça se vérifie et chaque semaine c'est de plus en plus vrai. En fait, je pense pas qu'intrinsèquement ces joueurs soient les plus nuls de la ligue. Je pense qu'il y a des gros problèmes de cohésion, de compréhension. On est incapable de récupérer un stunt, tu sais, quand les joueurs vont chacun dans leur gap en défense et puis finalement ils switchent, il y en a un qui passe derrière un autre. On ne sait pas faire, c'est impossible. Personne ne sait faire. Ils se font avoir à chaque fois à la droite. Enfin, c'est surtout la droite de la ligne. La droite de la ligne ne sait pas récupérer un stunt. Et donc, à chaque fois qu'il y a une tentative obvious de passe, c'est-à-dire en troisième et longue, comme ça arrive souvent, et ben ils se font bouffer tout le temps. C'est terrible. Et donc, je pense qu'il y a un problème maintenant psychologique de schéma de jeu. Moi, ce que je me disais tout à l'heure, c'était...
en fait, je pense qu'il faut à un moment donner un électrochoc à cette O-line, parce que là, en fait, on n'a pas changé grand-chose. Si, ce qu'on change, c'est qu'il y a des mecs qui se blessent et qu'on fait jouer des mecs de practice squad. Comme si ça suffisait pas et qu'on n'était pas assez mauvais comme ça. Je pense qu'il faut donner un électrochoc à la fois aux joueurs et aux fans aussi. À un moment donné, tu peux pas juste dire « c'est de notre faute », ça commence par les coachs, Dabol qui dit c'est moi, je suis le principal responsable, machin. À un moment donné, il faut donner une lueur d'espoir à tout le monde, aux fans, aux joueurs, et il va falloir faire du mouvement, et je pense qu'il y a des têtes qui vont sauter à un moment donné. Tu peux pas continuer comme ça, comme si de rien n'était, de dire à chaque fois il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on joue mieux. Ouais. Il faut faire quelque chose. Oui, et justement, quand tu parles du fait qu'on a le côté droit de la O-line qui est incapable de gérer un stunt, de faire un truc comme ça, on peut se poser la question du coaching. Est-ce que justement, il n'y a pas un souci au niveau du O-line coach, mais j'ai l'impression que ça fait genre 10 ans qu'on fait tourner les O-line coach et qu'on fait tourner les linemen aussi, et qu'on trouve jamais la bonne solution. Mais je te rejoins tout à fait. Il faut faire un truc, enfin, faut bousculer un peu tout ce qui se passe pour... De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Je veux dire, on n'est pas la pire équipe de la ligue, mais on n'en est pas loin. La pire équipe étant les Panthers avec aucune victoire. Ouais, d'accord, en termes de victoire, défaite, mais en termes de jeu, de ce que je vois... Ouais, allez, ça se bat entre nous, les Patriots, les Panthers, peut-être. Allez, les Raiders sont assez nuls aussi. Et les Broncos, je te rappelle, se sont pris 70 points contre Miami. Ouais. Et les Broncos, ils ont perdu contre les Jets, là, si je dis pas de bêtises. Ils ont réussi à perdre contre les Jets. Ouais. Mais alors ça, et moi je pense que je vais écouter cette semaine le podcast des Jets, parce qu'à mon avis, ils vont se faire un malin plaisir de tacler Sean Payton, qui s'était permis de faire des commentaires que t'entends jamais de la part d'un coach à un autre. Incroyable, c'est ouf. Incroyable. Il aurait mieux fait de la fermer, lui, pour le coup. Et pour rappel, Sean Payton, l'année dernière, donc Sean Payton, ancien coach des New Orleans Saints, qui l'année dernière, en fait, était juste présentateur NFL, parce qu'il n'avait pas de job. Il a repris les Broncos qui, la saison passée, étaient coachés par Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett qui est aujourd'hui le coordinateur offensif des Jets. Et pendant l'intersaison, Sean Payton qui commençait à dire « mais c'est n'importe quoi ce que Nathaniel Hackett a fait la saison dernière, le problème il n'est pas du tout au niveau des joueurs, c'est le coaching et tout ». Et en fait, t'entends jamais un coach en NFL qui va tacler un autre coach de cette manière-là, parce qu'en fait, tu sais jamais avec qui tu vas bosser d'une saison à l'autre. Tu peux très bien te faire virer, et un coach que tu détestais parce qu'il était dans l'équipe rivale devient ton employeur ou devient quelqu'un de ton staff. Ah bah c'est se griller dans le milieu, il n'y a pas mieux que de faire ce genre de choses-là. Hein. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, les Jets, à mon avis, ils doivent être ravis. Je pense que c'est le community manager des Jets officiels qui avait mis un truc en disant, je crois que c'est un truc du style... quand même se faire battre par les off-season champions, ça doit être dur, et off-season champion, c'est apparemment un qualificatif que Sean Payton a donné aux New York Jets à cause de toute l'intersaison qu'ils ont faite. Enfin bon, on digresse un peu. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que c'est les off-season champions, les Jets quand même. C'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé et qu'au final, ils ont des problèmes qui sont assez similaires aux nôtres, hein, avec leur O-line qui n'arrive pas à faire grand-chose, et en plus, ils ont des gros problèmes de QB, évidemment. Pour info, j'ai les stats sous les yeux, là. Le pourcentage de sacs par rapport au nombre de dropbacks, donc les Giants sont évidemment derniers de la ligue, avec 16%, en gros, sur 100 dropbacks, le quarterback se fait saquer 16 fois. Et donc en avant-dernier c'est Washington, après les Bears. La moyenne c'est 7, et dans les meilleures équipes de la ligue on a les Chiefs avec seulement 1% des sacs. Et je regarde les Dolphins, ils étaient 3e avec 3%. Donc, et Washington et les Bears, ils sont à 13 et 12% respectivement. Donc ça montre bien qu'il y a un énorme gap entre les Giants en dernière position et l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier. Ah oui, il y a un très gros gap entre nous et l'avant-dernier, ouais, clairement. Ouais, 3% de différence. Non, mais c'est de ma vie, j'ai pas souvenir d'avoir vu une O-line aussi non fonctionnelle, ça se dit comment on pourrait dire Oui, dysfonctionnelle. Ouais, dysfonctionnelle. Mais il y a rien qui va. Je veux dire, c'est à chaque dropback, mec, t'as des gars qui passent tout le temps. Tu vois pas. Allez, peut-être à un moment, le quarterback a 2 secondes pour lancer, quand il décide de mettre que 4 rushers, ça arrive parfois.
Mais dès qu'il y a un mec qui blitz, on sait plus faire, on n'y arrive plus, on est perdu. Dès qu'ils font un truc un peu exotique, c'est terminé. Terminé, on sait pas quoi faire. Et tout ça, ça a un impact aussi, tu vois, et là je cherche pas forcément à trouver des excuses pour Daniel Jones, c'est plus une explication. On a reproché à Daniel Jones de louper des joueurs ouverts ou de s'enfuir d'une poche qui était plutôt bonne. Bah oui, plus d'une fois sur 10, donc pratiquement 2 fois sur 10, il se prend un gars de 150 kg sur la gueule. Donc en fait, il a aucune confiance dans sa ligne, et donc il panique. Et il loupe des opportunités. Et ça, c'est les sacs, parce qu'on parle même pas des pressions. J'ai pas été voir la stat, mais les pressions, ça doit être 70% du temps, c'est juste affolant. Les pressions, et puis les hits aussi. Donc les hits, c'est plaquage du quarterback, mais il a plus le ballon dans les mains, et on parle d'un plaquage légal. Et encore, il y a beaucoup de protection des quarterbacks de ce point de vue-là, mais ce que je veux dire, c'est que Daniel Jones, mentalement, cette saison, c'est clair qu'il est flingué. Il est flingué, et là il vient de se flinguer le coup, ce qui avait été déjà le cas fin 2021, je te rappelle, il avait loupé 6 matchs. Faut pas espérer le revoir la semaine prochaine, je me demande d'ailleurs si l'on reverra cette saison, non ? Et là, dans quel état ? Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur... on saura plus cette semaine sur exactement, parce que là on enregistre et on est lundi midi. Il s'est blessé hier soir, je pense qu'il va passer des examens complémentaires Effectivement, il n'a pas fait la fin du match, il a été remplacé par Tyrod Taylor, qui lui aussi a couru pour sa vie. De toute façon, Tyrod Taylor, il n'y a pas de miracle. Et il a fait quelques actions intéressantes. Tyrod Taylor, il s'est blessé. J'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui disait qu'il s'était blessé. Oh là là, quel enfer. Si Tyrod Taylor il peut pas jouer, c'est marrant. Parce qu'il a fait quelques trucs intéressants quand même. Tu sens que c'est un QB expérimenté, quoi. Ouais, non, mais... En fait, moi, la semaine dernière, je me posais la question de à quel moment on allait voir Tyrod Taylor qui supplante Daniel Jones sur la depth chart, parce que les Giants en ont marre de Daniel Jones. Et en fait, au final, Tyrod Taylor va avoir son opportunité parce que Daniel Jones va être absent. Alors ça, on le sait depuis le début de la carrière de Daniel Jones, c'est qu'il n'est pas aussi solide qu'Eli Manning, et donc tu as forcément besoin d'avoir un quarterback backup solide, ou en tout cas vétéran. Mais ce qui va être intéressant, c'est imagine que ça s'améliore sous Tyrod Taylor et que Daniel Jones revient. T'es Brian Daboll, tu fais quoi ? Moi je laisse Tyrod Taylor. S'il joue mieux, pourquoi tu rechangerais ? Après, il faut pas espérer qu'il y ait des miracles si la O-line ne step up pas un minimum. Il pourra rien se passer. Je vois aussi des commentaires, oui, ça y est, on va avoir le premier pick de draft, on va aller chercher Caleb Williams, machin. Ok, oui, on peut prendre le meilleur QB du monde. Mais regardez les Jets, ce qui s'est passé. À un moment donné, les Jets, en 4 jeux, ils ont perdu leur QB et fin de saison et Super Bowl, au revoir. Donc ok, allez, pourquoi pas. Enfin, on peut imaginer, je pense qu'on invitera Nitti pour faire un podcast là-dessus, parce qu'on va forcément être amené à penser à la draft en octobre, comme d'habitude, comme on est habitué depuis 10 ans. Mais oui, tu peux prendre un QB qui est peut-être générationnel, le meilleur QB depuis 10-20 ans, ok, pourquoi pas, si jamais on a le premier pick, ou si les Panthers l'ont, ils iront pas prendre un QB, puisque de toute façon, ils ont pris un QB l'année dernière. Bref. Toujours est-il que tu résoudras rien si tu n'améliores pas ta O-line. J'ai quand même bon espoir, et là, c'est un truc que je voulais voir avec toi, je suis pressé qu'on soit en bye week et on l'espère qu'il y aura cette interview d'Abol, Joe Shane qui a eu d'habitude, qui était toujours facile à mener parce qu'on s'en sortait bien, on faisait une belle saison, ils avaient des choses faciles à dire, et je me souviens qu'on s'était dit comment ils vont réagir quand on va être dans le dur, parce que ça va arriver à un moment donné. Donc là on va être dans le cas, et ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont raconter et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire. Est-ce qu'ils vont rentrer dans les détails, est-ce qu'ils vont être honnêtes sur le niveau de jeu, et qu'ils vont pas faire la fine bouche, enfin non pas la fine bouche, la langue de bois plutôt, putain je me trompe dans mes expressions, c'est atroce, la langue de bois en disant la Gettleman, non mais ça va, on s'en sort, ça va aller mieux, machin. À un moment donné, il faut être honnête sur ton niveau, et je suis pressé de voir ce qu'ils vont dire. Voilà. En tout cas, j'ai confiance en ce GM pour... À un moment, enfin, je veux dire, je pense que là, tous les jours, il arrive au bureau et se dit comment on améliore cette O-line, Il y a eu une première réponse avec Justin Pugh qui vient d'arriver, qui n'a pas joué, mais je veux dire, à un moment donné, lance-le. De toute façon, il va pas être plus nul que des mecs qui viennent du practice squad avec tous les blessés qu'on a en plus. Déjà, l'O-line titulaire, c'était terrible, mais avec là, les blessés qu'on a, ça devient n'importe quoi. Donc, et tu parlais de La'el Collins aussi, pourquoi pas, allez, faut peut-être aller chercher. Bon, je pense qu'il intéresse d'autres équipes que nous, mais...
Mais alors, deux choses. Déjà sur la conférence de presse de mi-saison qu'on aura, donc on aura probablement à la bye week, je sais plus quand il y en a de bye week. C'est loin, c'est le week 13, je crois. Voilà. C'est dans longtemps. Je m'attends pas à une langue de bois de la part de Joe Shane. Moi non plus. J'espère pas, vraiment j'espère pas parce que je serais très déçu. Voilà, parce qu'en fait, je le trouvais assez candide quand il est arrivé chez les Giants sur l'état de l'équipe. Et je m'attends pas non plus à une gueule de bois de la part de Brian Daboll. En fait, Brian Daboll, c'est pas qu'il fait de la langue de bois, c'est qu'il dit pas grand chose. C'est il dit on est nul. On est nul. On est nul. Qu'est-ce que je veux que je dise de plus? On est nul. On est nul, il faut qu'on s'améliore. Donc forcément, t'as pas grand chose à te mettre sous la dent et tu vois pas d'amélioration de semaine en semaine. Encore que je trouve qu'on voit de l'amélioration côté défensif, mais pas côté offensif. Enfin, côté défensif sur ce match, je suis pas d'accord avec toi. Excuse-moi, 3 turnovers, un TD, notre premier TD en première mi-temps. Si, alors on s'est fait éclater par le nouveau Greatest Show on Turf, ça c'est sûr. Mais je veux dire, on n'est pas une défense compétitive, mais on a fait des choses. On a fait des choses, et pour moi, en fait, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu les 2-3 premières semaines, où on plaquait pas, on se prenait déjà des big plays, et puis il n'y avait pas de pression, et puis il n'y avait pas de turnover. Là, on a un peu de pression, on a un peu de turnover, on a vu quelques actions par-ci par-là, tu vois, par exemple McKinney qui a dévié une passe dans l'end zone, c'était plutôt beau, c'était bien fait. Bon, après on s'est quand même pris un TD, et puis après il y a eu un autre truc où McKinney s'est complètement craqué sur un plaquage, et il va expliquer que quand Jonathan Vilma dit qu'il s'est planté, Jonathan Vilma qui a été linebacker pendant une décennie, n'y connaît rien au football. Je pense que déjà tous ces Giants, ils ont besoin de faire un petit cours de relations publiques sur ce qu'ils devraient dire et ne pas dire à des journalistes. Parce que, c'est une parenthèse, hein, je veux bien croire que Xavier McKinney se dise non mais putain, lui il me fait chier à commenter mon match, je suis pas d'accord avec lui. Mais aller dire que un linebacker pro de, je crois qu'il a 12 voire 15 ans de carrière, Vilma, n'y connaît rien, c'est franchement être un peu con. Ouais, en fait, ça, ce que tu dis, ça traduit, je pense, pour l'instant, une non-prise de conscience des joueurs sur leur niveau réel. À mon avis, ils se disent, non, on est compétitif, et ils sont persuadés dans leur tête qu'ils sont pas si mauvais que ça. Et ça veut dire que personne ne peut rien dire. Tu vois, on s'en fout de ce qu'ils disent à l'extérieur. De toute façon, les fans, ils sont là, ils sont bons qu'à faire des barbecues. Et puis les présentateurs TV, ils y connaissent rien. En fait, les gars, au bout d'un moment, va falloir un peu se remettre en question, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de remise en question de la part des joueurs. Et en fait, même si le coach te le dit, je pense ils vont se dire ouais, mais de toute façon, c'est pas moi j'ai bien joué, c'est les autres, machin. C'est assez profond quand même à un moment de se dire putain, c'est vrai que c'est moi que j'ai craqué, machin. Et vraiment, t'es à 1, on a combien, 1-4 là? Ouais. On est à 1-4, mais avec un niveau de jeu affiché qui est... On a fait une bonne mi-temps, un peu sortie de nulle part, mais c'est tout. Le reste, c'est catastrophique. Et cette défense, elle fait 3 turnovers, ok, mais le reste du temps, mec, il gagnait 20, 25 yards à chaque action. Alors ok, c'est peut-être... tu disais la nouvelle Greatest Show on Turf en mémoire des Rams qui dans les années 2000, je sais plus 2000-2005, c'est 2000. Dans leur Superdome avec Marshall Faulk, Torrey Holt et tout là, et Kurt Warner éclatait tout le monde. Oui, ok. Et oui, ils ont une attaque ultra explosive, ils ont mis 70 pions aux Broncos, voilà, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils ont des joueurs ultra rapides et on n'a pas su faire. Tu regardes leur premier drive, ils étaient super bien pensés. Il y avait quasiment que des extensions de course en fait, en faisant des passes très très courtes et avec des blocs et des screens et ce genre de choses. On n'a pas du tout su réagir. Mais à côté de ça, c'est quand même dur de se faire bouffer comme ça à ce point-là. En fait, moi, ce qui me saoule et ça, c'est à titre personnel aussi, c'est ce sentiment d'impuissance. Et quand je fais du sport et que je me fais martyrer, je sais pas, je vais faire un tennis et je joue contre un mec. Et je sens que j'arrive à rien faire et que le mec me domine, ça m'énerve complètement. Et j'ai l'impression que les Giants, pour l'instant, ils n'ont pas ce sentiment-là, tu vois. Nous, on le voit, et en tant que fan, on se dit, putain, mais on est des serpillères, quoi. Les mecs nous marchent dessus, ils nous roulent dessus avec leur cul, et ils nous posent leur cul sur le visage tout le match, et on dit rien, on fait rien, on réagit pas.
Et à un moment donné, c'est, je sais pas, c'est la fierté personnelle. Et pareil, il y avait une photo de je sais plus quel joueur qui rigolait sur le bord de touche. Putain, mais moi je vois ça, je te mets une grande claque dans la gueule, quoi. Arrête de rigoler, mec. On est en train de se faire bousiller. Tu fermes ta gueule et tu retournes sur le terrain et tu joues, quoi. Ça suffit maintenant. Et on en est encore à un stade où, ouais, ça va, c'est cool, machin. Non, mais c'est vrai. Tu te prends 30 à 10 et tu rigoles sur le bord de touche. Moi, je te mets une grande taloche dans ta gueule et tu dégages. C'est pas possible. Plax, futur head coach des Giants. Dans ta gueule. Mais non, mais comment tu peux rire, non, mais mec, comment tu peux rire? On se fait balader, quoi. On a l'impression d'être des poussins versus ça, c'est incroyable. Alors, bref, donc sans cette prise de conscience, je pense il se passera rien. Et je sais pas, en fait, on s'est vu trop beau et on n'arrive pas à revenir à notre niveau. On se dit, bah voilà, on est nul. Oui, on est censé avoir amélioré notre effectif, mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout, quoi. Mais tu veux une stat. Alors, c'est pas une stat, parce que j'ai pas la stat, mais tu veux entendre un truc qui va pas te faire rire. Bah non, de toute façon, il n'y a rien qui me fait rire. Jason, vas-y. Voilà. Jason Garrett, quand il était coordinateur offensif des Giants, même sur sa pire saison, il y a eu une saison où on a commencé à 5 défaites. Les matchs, c'est 291 yards en attaque, 295 yards en attaque, 231 yards en attaque, 295, 300, et on marque... alors, on marque pas beaucoup de points, oui, certes, mais si, il y a quand même un match où on a marqué 34 points, un autre où on a marqué 16 et 13 points, donc ça suggère qu'en fait, on a fait des TD. Enfin, je veux dire, c'est que là, c'est la saison 2020. Je te parle pas des 2 autres saisons qu'il y a eu, mais même avec Jason Garrett, qui était peut-être moins bien équipé puisqu'il n'avait pas Andrew Thomas, il n'avait pas forcément tous les receveurs, on sortait de meilleurs résultats offensivement. Et c'est ça ce qui est terrible. Alors, tu disais, on s'est vu trop beau, certainement, mais je pense que nos projections d'intersaison n'étaient pas complètement illusoires. C'est-à-dire qu'on avait une base sur laquelle s'appuyer en se disant, vu ce qu'on a fait l'année dernière, certes on a surpris du monde, mais on a vu des choses qui fonctionnent. Et on a extrapolé, on s'est dit, si on part du principe quand ça s'améliorait, on devrait faire encore mieux. Bon, non seulement on fait pas mieux, mais on fait pire. Et on l'a déjà dit au dernier podcast, le fait que Andrew Thomas et John Michael Schmitz soient absents, ça pêche énormément. Mais tu vois, par exemple, quand je parlais de Darren Waller et de l'utilisation intéressante qui a été faite sur ce match, je trouve ça dommage qu'il nous ait fallu attendre le 5e match pour voir ça. Et Jalin Hayat, il est où? Pourquoi on l'utilise pas? Parce que je pense que Jones, il est toujours pas en confiance pour garder le ballon plus de 2 secondes et donc il s'en débarrasse des. C'est impossible, il peut pas. Mais de toute façon, il peut pas, mec. Il court pour sa vie à chaque jeu. Moi, je continue de penser, et je suis quasi persuadé de ça, que cette O-line est catalyseur de tous nos problèmes. Et avec les turnovers qu'on a fait, on n'arrive pas à capitaliser, mettre des points. Enfin, on aurait pu, clairement, avec les turnovers qu'on a fait, on aurait dû même arriver, je dis pas qu'on gagne le match, mais arriver à la mi-temps devant au score. Ça, on aurait dû. Parce qu'ils nous ont mis en bonne position plusieurs fois, et avec une O-line qui laisse passer tout le monde, qui fait beaucoup de pénalités aussi. À un moment, t'as quand même Ezeudu qui fait 2 pénalités, 2 false start coup sur coup. Enfin, déjà qu'on galère, si en plus tu fais des pénalités, c'est pas possible, quoi. Donc avec une meilleure O-line, clairement on arrivait à la mi-temps devant, c'est sûr. Je suis persuadé de ça parce qu'on devait mettre au moins un TD à la mi-temps et être au moins à 17-17, allez, au pire. En fait, avec une meilleure O-line, tu peux avoir des drives qui sont beaucoup plus longs. Donc ça veut dire que l'attaque de Miami, elle est sur le banc. Et donc, elle a moins d'opportunités de marquer des points. Ouais, après, en termes de temps passé, on a quand même fait des drives qui étaient assez longs par rapport à eux, parce que forcément, eux auraient monté 95 yards en 1 minute, donc c'est sûr que... Ouais. Mais non, on a eu des drives assez longs, je trouve. Ouais, et en fait, tu vois, je trouve que Matt Breida, en running back, c'est pas trop mal. Mais pareil, je veux dire, avec le line qu'il a, il peut pas faire grand-chose non plus.
Et il y a eu Eric Gray qui a fait des choses intéressantes, qui a couru, j'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, il fait un fumble et ça, on sait que ça peut lui arriver à Eric Gray, le rookie. Mais c'était une bonne chose de tenter de le faire jouer un petit peu. En tout cas, par rapport à Brightwell, je pense que Eric Gray est plus intéressant. Alors, j'ai la stat de la possession en termes de temps de possession. Pour le coup, ça contredit un peu ce que tu viens de dire. On a 36 minutes de possession et eux 24. Donc, ça montre bien qu'on a eu des drives longs. Mais eux n'avaient pas besoin de drive long. Enfin, je veux dire, tu fais des drives longs quand tu n'arrives pas à faire des big plays. Et puis c'était le plan aussi de se dire, on empêche leur attaque d'être sur le terrain un maximum, sauf qu'en fait ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain longtemps, leur attaque, pour mettre des drives. Donc même quand on galérait, on faisait des beaux punts, ils commençaient dans leur 10 yards, et puis en 4 actions ils mettaient des TD, quoi. Donc c'est assez déprimant. Oui, ce serait intéressant de voir si on n'a pas eu plus de drives qu'eux, d'ailleurs. Ce qui aussi expliquerait qu'on ait plus de temps de possession. Parce qu'on a eu quand même quelques... Enfin, tu vois, Graham Gano a loupé un field goal, alors qui, je crois, devait faire plus de 40 yards. Ah bah oui, largement. C'était 57 yards, hein, c'était très long. Mais voilà. Mais je veux dire, quand t'es dans un niveau comme ça, t'as besoin de mettre ce genre de field goal. C'est ça, et quelqu'un sur Twitter me répondait, c'est vrai, je vais pas lui jeter la pierre, il était long. Oui, c'était un long field goal, mais je veux dire, on est dans le dur, on a besoin de ces points-là, il faut qu'on les mette. Ah oui, non, mais de toute façon, les moindres points qu'on peut avoir, il faut les mettre, mais... ouais, tant que la ligne offensive ne sera pas améliorée, et je me demande combien de temps il va falloir aux Giants pour activer Justin Pugh, parce que Justin Pugh il revient quand même de blessure, hein, donc mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, Justin Pugh? Enfin, ce sera pas pire, allez, on va dire que ce sera pas pire. Bah, disons que peut-être Justin Pugh, déjà tu peux le mettre à la place de... alors Bredesen il est centre. Donc tu le mets probablement left guard et t'as toujours Ezeudu en left tackle. Et Andrew Thomas il revient quand? Parce que c'est sûr que ça va changer pour le coup. Ça va nous aider en tout cas à un peu combler une partie. On n'a aucune idée de John Michael Schmitz, combien de temps il est absent. Si on récupère Andrew Thomas, John Michael Schmitz et on fait rentrer Pugh en garde droit, parce que là actuellement et tu repasses Bredesen à gauche, parce qu'en centre bon c'est quand même un peu galère pour lui, c'est pas son poste de prédilection. Ou Evan Neal, tu le mets en... En tout cas, il y a des choses à tenter, quoi. Il y a des choses à tenter, il faut bouger les choses. C'est ce que je disais en début de podcast, c'est que il va falloir faire quelque chose. Faut tenter un déclic dans cette O-line, et si ça doit passer aussi par virer le coach O-line, parce qu'il y a des trucs qui marchent pas, et je sais pas, peut-être que les joueurs ne croient plus en lui, ou j'en sais rien, il y a peut-être un truc, mais il faut tenter de déclencher quelque chose. Ouais, c'est clair. Alors John Michael Schmitz, je me demandais ce qu'il avait comme blessure, donc lui il est blessé à l'épaule. Et Andrew Thomas, le problème c'est que les ischios, j'ai l'impression que c'est très aléatoire. Je sais pas, je suis pas médecin donc je sais pas du tout comment ça se soigne, mais tu vois, il y a des joueurs qui, en gros, ils vont être absents pendant 2 semaines, et puis c'est reparti comme en 40, et puis il y en a, ils vont traîner ça toute la saison. Ouais, et parfois tu reviens trop vite, et du coup tu te retrouves à te reblesser. Parce que en fait c'est ça, il était quasiment revenu de blessure, et il s'est fait ça à l'entraînement, je crois. Ouais. Donc malheureusement, bon. Ouais. Ok. Bon, voilà. Petite lueur. Il y a eu un sac de Thibodeau, son 4e de la saison, en 5 matchs, c'est pas mal, c'est cool. C'est autant que l'année dernière, il avait fait 4 sacs et demi, je crois, l'an dernier. Donc ça, c'est plutôt cool de le voir saquer. Par contre, Ojulari, mec, il est invisible, en plus il s'est blessé pendant le match. Ouais, malheureusement, Ojulari, je pense pas qu'il fera long feu chez nous, parce que... Non. Ouais. Et c'est dommage, parce que... Alors, c'est pas exceptionnel en NFL, hein, t'as plein de joueurs qui ont plein de talent, mais qui sont tellement blessés que, au bout d'un moment, tu laisses tomber. Ouais. Mais, on va se concentrer sur ce qui est positif, hein. C'est vrai que Thibodeau qui fait un sac, ça fait plaisir. Okereke, il continue à louper des plaquages, mais il nous a fait un turnover et il en a provoqué un autre. Par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est Hawkins contre Tyreek Hill. Alors, je vais te donner mon avis là. Parce que, en gros, ce que tu décris, c'est le TD de Tyreek Hill où il lui met 5 yards dans la vue et il est tout seul. Alors, si je dis pas de bêtises, Adoree Jackson devait jouer sur cette action. Et il a eu un problème avec sa mentonnière de casque. D'accord. Donc il a dû sortir sur ce jeu. Bon bref, ça n'exclut pas le truc. C'est pour ça que, alors, en fait, parce qu'en fait on voit Hawkins qui est en train de courir, sprinter comme un taré avant le snap pour se mettre face à Tyreek Hill. Et je pensais que c'était une motion. Non, donc déjà c'est pas idéal pour commencer l'action. Ensuite, un rookie comme ça qui se retrouve face à Tyreek Hill, bon, tu te dis ça sent un peu la chaussette. Mais surtout ce qui s'est passé, je pense, c'est que en fait
contre une équipe comme ça qui gagne beaucoup de yards, t'es obligé de tenter des paris, des coups de poker en te disant on peut pas tout défendre. Et là, ils étaient en troisième, et c'était troisième tentative, et je sais pas, 3-4 yards peut-être. Et donc tu te dis, on va tenter un coup de poker, on va pas couvrir le jeu long, et on se dit que, parce que c'est ce qu'ils ont fait beaucoup dans la partie, ils vont tenter le jeu court pour assurer le first down. Et donc t'as McKinney qui est de ce côté-là du terrain, et je pense que c'est pas une erreur de lecture de McKinney, je pense que c'est la consigne qu'il a reçue, c'est de jouer le jeu court, ou alors il a pris sa responsabilité, il s'est dit je vais le faire comme ça. Mais c'était ça, c'était plutôt que se dire, il fallait qu'on les arrête absolument. Et donc on va tenter d'arrêter le jeu court, et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec personne au fond du terrain. Il s'est fait bouffer en 1 contre 1 contre Tyreek Hill, on va pas lui jeter la pierre, hein. Il y avait absolument aucun moyen qu'il arrive à le couvrir, et donc voilà, il s'est fait bouffer, et c'est comme ça qu'ils mettent le TD, un TD facile, encore 60 yards de réception, machin, bref. Ouais. Donc voilà mon analyse, je pense que c'est qu'on a tenté de jouer le tout pour le tout en se disant on va les arrêter sur le jeu court, et en fait ils ont joué le jeu long et on s'est fait niquer. Ouais. C'est bon, je pense qu'on a trouvé le titre du podcast. On s'est fait niquer. On s'est fait niquer. Ouais. Par tout je le vais pas monde. l'appeler comme ça. Non, ça va. Je pense pas que ça va passer au niveau des guidelines de YouTube et compagnie. Non, faut qu'on trouve un autre nom. Ouais, je sais pas, je sais plus quoi dire comme je sais plus quoi trouver comme. En tout cas, ça m'a fait rigoler parce que je me suis connecté sur le site de Giants tout à l'heure, et il est marqué Beat Giant en gros, tu sais, genre allez c'est parti, on a un nouveau slogan, on va faire une saison de ouf, et puis on est la risée de la ligue quoi. On devrait rajouter third après, tu vois, Big Giant third. Oh, quelle honte. Non, c'est trop, on n'a pas d'important à te faire ça. Même si on n'est pas un compte officiel, on n'a pas le droit de faire ça. Au fond de moi, j'ai cet espoir complètement d'un truc complètement improbable, c'est que je me dis, d'ici novembre, ils vont se reprendre, et ça va être méga upset contre les Cowboys, parce que j'ai payé un billet, une fortune. Ah, t'as vu ce qu'ils ont fait, les Cowboys ? Ils se sont fait éclater. Ils se sont fait éclater par les 49ers. Alors, clairement, pour moi, les 49ers sont la meilleure équipe en NFL à l'heure actuelle. Hein, ils l'ont montré. Le fait qu'ils éclatent Dallas comme ça, les Eagles gagnent des matchs, ils sont à 5-0, ok, mais je les trouve pas flamboyants non plus dans leur jeu par rapport à ce qu'on a pu voir l'an dernier. Par contre, les 49ers, ils éclatent tout le monde, quoi. Du coup, finalement, ce qu'on fait la semaine dernière contre les 49ers, c'était pas si mal, en fait, quand on voit ce qu'ils ont mis à Dallas. En fait, ça montre bien que la défense est pas si mal que ça, parce que, tu vois, si on avait une défense pourrie, on se serait pris 70 points comme les Broncos. On leur tient tête à 31 points, parce que aussi on a les turnovers, et donc tu compares ça par rapport aux 49ers, puisque tu parlais des 49ers, ouais, tu mets ça en perspective, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a une escouade défensive qui tient à peu près la route. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et je pense que la priorité c'est les plaquages. Mais les plaquages, et en deuxième point, je dirais la défense des screen pass, quoi. Ouais, ça, on galère, c'est clair, c'est ouf. On galère trop. Et ça va de pair, en fait. Hein. Je veux dire, généralement, si ta screen pass, elle fonctionne bien, c'est que la défense n'est pas capable de plaquer correctement ou de prendre les bons angles. Donc, ouais, ou de se libérer des blocs aussi, beaucoup. Bon bref, j'ai pas envie de parler de Giants plus longtemps que ça. On va jouer les Bills la semaine prochaine. Les Bills qui viennent de perdre contre les Jaguars, ils étaient à Londres je crois. Ouais. Il y a eu 25-20 contre les Jaguars. Donc les Bills sont à 3-2. Écoute, c'est marrant, les Bills en fait ils sont inconsistants, j'ai l'impression. Ils ont éclaté les Dolphins la semaine dernière, et là ils perdent contre les Jaguars. Bon, les Jaguars sont une bonne équipe, hein, mais bon. Je pense que le mot que tu cherchais c'était irrégulier. Ça ne dit pas inconsistant ? Non, c'est un anglicisme. Enfin, je cherche inconsistant. Je savais. Inconsistant, non, mais de toute façon, définition. Putain, tu me fais douter là. Sans consistance, sans dureté. Ouais, ça veut pas du tout dire ça. Qui manque de cohérence, de logique. Ouais, c'est pas vraiment ça. Okay. Non, mais inconsistance, qui manque de consistance, c'est les Giants. Ça, et on va se faire défoncer. On va se faire défoncer par les Bills la semaine prochaine. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de regarder, on est à 7 victoires pour 7 défaites contre les Bills. Donc je pense que ça a passé à 7 victoires pour 8 défaites. Ouais, ils ont gagné, la dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en 2019, et ils nous avaient battus 28-14. Voilà.
Ouais, dans nos grandes années, encore. Putain, moi, franchement, c'est quand même déprimant de se dire qu'on pensait vraiment avoir sorti la tête de l'eau et on revient à une saison pourrie, à un niveau de merde. Putain, c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Après, on n'a jamais dit qu'on allait tout éclater. Hein. Non, mais on pensait au moins vivre, tu vois, des matchs serrés, vibrer un peu, pas être en mode déprime comme là, quoi. Après la saison qu'on a vécue l'an dernier, des beaux matchs. À Londres, c'était ouf, Voilà, on a eu une belle saison et on gagne un match de playoff, tout ça, c'était top. Et là, ça y est, retour au fin fond du trou du cul de la NFL, quoi. C'est vraiment déprimant. Mais bon. Ouais. On va continuer d'y croire jusqu'à preuve du contraire. Je continue à croire en Daboll et Joe Shane malgré ce qui se passe en ce moment. On peut pas lâcher comme ça. Et de toute façon, même si on fait une saison pourrie, ils seront encore là l'année prochaine. Enfin, quand on voit qu'ils ont donné 4 ans à Gettleman, on se dit que... Ouais. Ça m'étonnerait en effet. Alors, on s'avance un peu et ce sera peut-être une discussion pour la bye week, mais je pense pas que... Enfin, John Mara aurait tort de faire sauter Brian Daboll aussitôt. Ah oui, non, c'est clair. Après, c'est pas Mara qui va décider, c'est Joe Shane. Non, mais voilà, mais en fait, je veux dire, Mara pourrait mettre la pression sur Shane pour faire sauter Daboll. Et ce non, il vient d'être coach de l'année, tout ça, non. Et non, mais je veux dire, et ce serait aussi con de la part de Shane de se débarrasser de Daboll tout de suite. Tandis qu'en fait, s'il attend la 3e ou 4e saison, tu vois, si au bout de la 3e saison, ça va toujours pas, il n'y a pas de signe d'amélioration, là, en fait, Joe Shane, il a au moins la capacité de dire, attendez, on a créé la surprise l'année dernière, mais ça n'efface absolument pas les problèmes de cette équipe qui sont bien présents. Et on en parlait la dernière fois dans le podcast, Joe Shane, il a un peu décidé de prendre cette saison 2023 pour faire passer les mauvaises pilules. Donc je parle de la dead money du contrat de Kenny Golladay, je parle du cap super haut de Leonard Williams, de faire signer le contrat à Daniel Jones, de faire signer le contrat à Saquon Barkley. Tiens d'ailleurs, au passage, Jonathan Taylor a réussi à avoir 14 millions par an. Mais il a pas la même histoire de blessure que Daniel Jones, donc Daniel Jones, Saquon Barkley, excuse-moi, je m'en mêle les pinceaux. Donc oui, non, je m'attends quand même à voir Brian Daboll l'année prochaine, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de changement dans le staff. Oui, mais en fait, John Mara décide de qui est le GM décide de qui est le head coach, et le head coach décide de qui sont ses assistants coach. Alors évidemment, ils ont le droit de discuter entre eux et de prendre des décisions ensemble, mais bon, voilà, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas, il va falloir faire des changements, des adaptations et faire quelque chose pour cette O-line. Bon, j'aimerais bien on en a parlé la semaine dernière, si on arrive à faire jouer Justin Pugh et pourquoi pas à signer un L. Collins qui est en attente d'un poste, ça peut être intéressant, mais bon. Après, on a un cas. Bon, je pense que la saison est à peu de choses près terminée. Alors, on a vu il y a déjà eu des équipes qui commencent à 0 quelque chose, ou 1, 5, 6, 7, et qui après enchaînent. C'est pas les Dolphins qui, il y a 1 an ou 2, avaient fait un truc comme ça. Ils avaient commencé très très mal, et ensuite ils avaient enchaîné les victoires. C'était assez ouf. C'est l'année dernière. C'était l'année dernière, il me semble. C'était l'année dernière, donc bon, écoute, on va se raccrocher à ça en se disant que peut-être qu'on fera ça. Après, je sais pas si j'aurais pas envie qu'on aille choper un first pick de la draft à un moment donné. En tout cas, si on doit le faire, c'est cette année parce que il y a un consensus sur ce QB là qui a l'air d'être complètement incroyable. Alors, ça va lui faire tout drôle par contre de débarquer avec la O-line qu'il a actuellement chez les Giants. Il y avait un consensus sur Evan Neal aussi. Hein. Ouais, mais sur un QB, c'est pas la même chose. Enfin, moi j'ai envie de dire... Il y avait un consensus, mais il disait pas que c'était le meilleur O-line depuis 15 ans. Donc, Moi, les consensus jusqu'à la draft, ça vaut que dalle. En fait, c'est pour ça que je comprends qu'il y ait plein de gens qui fassent des mock drafts, etc. Et moi, je trouve que c'est une perte de temps monumentale. Parce que il se passe 42 000 trucs et on maîtrise pas tout un tas de paramètres. Bon bref, c'est ce que je veux dire, c'est que oui, il est peut-être exceptionnel, c'est peut-être le prochain Andrew Luck, mais ça règle pas nos problèmes d'offensive line. Non, c'est sûr. Bref, bon, bah voilà, on a fait le tour. Moi, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis, c'est quelle heure le match la semaine prochaine ? C'est encore en prime time, non ? Il y a pas un truc alors attends, je vais te dire ça. J'ai ça sous les yeux. Le match la semaine prochaine. Alors j'ai pas regardé celui-là en direct parce que c'était à 4h du matin chez moi. Et j'avais pas franchement envie de me lever pour ça. Oui, je comprends. Alors je suis en train de regarder Week 6.
Giants, ils sont où? Ce sera le soir. C'est un prime time. Ah bah voilà. Bon, c'est un Monday Night Football encore? Mais non. Non, c'est un Sunday Night Football. Ah oui, pardon, c'est Monday à 2h20 en France, oui d'accord, c'est pour ça. Parce que quand tu vas sur le site de la NFL, en fait, les horaires qu'il te met, c'est en fonction de là où tu es connecté, donc c'est plutôt bien fait. Donc c'est 2h20 en France, entre... Bon bah, je ne vais pas m'infliger ça, j'aurai pas trop le choix de toute façon, mais puisque je vais bosser, mais bon. Ouais, bah on fera le point après ce match, hein. Maintenant de toute façon, la seule chose qu'on va espérer match après match, c'est une amélioration globale de cette équipe, qu'elle nous montre des signes de quelque chose, quoi, voilà. On va pas gagner ce match, mais... Ouais, mais au moins des améliorations individuelles pour se dire, tiens, il y a un peu de positif quelque part. Ouais. Bon. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Gardez la pêche. Salut!